découvert une histoire formidable. Connaissez-vous l'histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit? Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque ces derniers mois l'affaire est sortie un peu dans quelques médias. Et surtout elle fait sensation parce que le mystère n'a toujours pas été expliqué. De quel mystère vais-je parler? Attendez, soyez patients, commençons l'histoire. Connaissez-vous la ville de Pont-Saint-Esprit? Moi je connaissais pas avant cette histoire, pour être franc avec vous. Il s'agit d'une petite ville du sud de la France. En 1950 il y a environ 4000 habitants. Il y avait 3 médecins, ce qui est pas beaucoup, ça fait un médecin pour 1000 personnes. Faut pas avoir une angine en même temps. C'est assez rural, ça vit essentiellement de la viticulture. Et la ville est très connue pour son pont. Tellement connue pour son pont que le mot pont est même dans le nom de la ville. Pourquoi le pont est connu? Parce que l'histoire raconte qu'il aurait été construit par le Saint-Esprit contre la volonté du diable qui ne voulait pas qu'il y ait de pont. Alors je pense que si ces deux entités existent, elles s'en battent un peu les couilles d'un pont. Après c'est mon avis, mais petit problème, le pont a été bombardé par les Américains pendant la guerre. Et du coup il y a plus de pont. Donc les habitants, les spiritains, je crois ils s'appellent Spiritini, merde, ils sont plus trop fiers parce que ce fameux pont est détruit, même s'ils en construisent un provisoire. Mais voilà, tout ça c'est juste pour contextualiser un peu ce que c'est que cette ville, d'où elle sort, ce qui s'y passe, etc. On va maintenant s'intéresser à des faits qui sont survenus dans les années 50 dans la ville et qui sont passionnant. Le 12 août 1951, plusieurs personnes vont chez le médecin et se plaignent de douleurs gastriques et de malaise même pour certains. Bon, c'est des symptômes pas très graves qui peuvent arriver pour plusieurs raisons. Le médecin conclut qu'il y a eu intoxication alimentaire, donc il leur prescrit une tisane de grand-mère et puis ça devrait aller mieux, sauf que c'est pas le cas. La situation s'aggrave quand 4-5 jours plus tard, 100 personnes vont se mettre à manifester les mêmes symptômes. Et en plus, petite nouveauté dans les symptômes, il y en a qui en plus de ça font des insomnies, mais ça va de la petite insomnie à l'énorme insomnie. Il y a un témoignage d'un monsieur qui lui va dire que son insomnie elle a pas duré une nuit, ni deux ni trois, elle a duré 21 nuits. Lui, il a fait 21 nuits sans dormir. Normalement, tu te mets à péter un câble et avoir des hallucinations. Ah, retenez ce mot hallucination, vous allez voir, il va revenir. Bref, des dizaines de personnes font des insomnies. Normalement, pour Saint-Esprit, c'est une petite ville, à 22h, tous les gens dorment, mais là, c'est pas le cas. Là, tu sors dans les rues et tu peux croiser beaucoup de gens qui font des insomnies et qui parlent tout seuls, qui sont en plein délire et on ne sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe. Petit à petit, un autre symptôme fait son apparition, les gens commencent à avoir des hallucinations. Certains vont avoir la sensation de brûler de l'intérieur et vont se jeter dans le Rhône pour éteindre le feu qui n'existe pas. Il y en a plein qui pensent être capables de voler et qui vont se jeter de leurs fenêtres. Bref, des hallucinations horribles qui mènent certains du village à la mort. La ville est prise de panique. Le bilan de tout ça, c'est 300 personnes qui ont eu des hallucinations, dont 7 qui sont mortes et dont 50 qui ont été internées dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui a causé ça? Alors face à ça, les médecins, ils perdent un peu leurs moyens, ils comprennent pas ce qui se passe. En plus, je le rappelle, ils sont que 3. L'infrastructure de Pont-Saint-Esprit, elle est clairement pas faite pour gérer 300 personnes qui font un bad trip en même temps. Cette nuit-là, les victimes, elles sont de plus en plus nombreuses et en plus, elles sont de plus en plus incontrôlables. C'est vraiment des gens qui sont dans la démence, qui délirent totalement, qui bougent dans tous les sens, qui hurlent. Et c'est là que naît le mystère de Pont-Saint-Esprit. Il y a donc une enquête qui est ouverte et la première piste qu'on a est découverte par un professeur de médecine qui était en vacances au moment des faits, qui se rend à Pont-Saint-Esprit et qui fait le rapprochement entre les symptômes des victimes et une vieille maladie qu'on surnomme le mal des ardents ou le feu Saint-Antoine, qui est une maladie qui date du Moyen-Âge et qui avait apparemment complètement disparu. Il y a d'ailleurs pas mal de tableaux qui montrent des scènes horrifiques de gens qui sont victimes de cette maladie-là. Alors le vrai nom de cette maladie, c'est pas le feu Saint-Antoine, qui est un surnom parce que les victimes de la maladie ont l'impression de brûler de l'intérieur, c'est l'ergotisme. Le responsable de l'ergotisme, c'est l'ergot du seigle, qui est un champignon qui va se mettre sur le céréal et quand tu l'ingères, tu vas avoir des symptômes très similaires à ceux qu'ont eu les habitants de la ville de Pont-Saint-Esprit le 24 août 1951. L'enquête va ensuite montrer que toutes les victimes de ces symptômes ont un point commun, elles ont acheté leur pain dans la même boulangerie. Est-ce que le pain aurait été confectionné à partir de farine contaminée par l'ergot de seigle? C'est possible, surtout vu le contexte, on vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France elle est en pleine famine, c'est une galère de nourrir tout le monde, donc la ressource principale c'est redevenu le pain. Cette piste de la contamination par l'ergot de seigle semble être la bonne. Le commissaire Sigaud de la police judiciaire de Montpellier est chargé de l'enquête et va donc aller vers la boulangerie qui semble avoir vendu le pain à tous ses habitants. Petit bémol, les boulangers ne choisissaient pas leur meunier, c'est-à-dire qu'ils recevaient de la farine d'un meunier qui leur était attitré, ils savaient pas d'où ça venait, donc c'est pas sa faute. Là le commissaire Sigaud, lui il est malin, il en a dans le ciboulot et il va retrouver le minotier qui a confectionné cette farine, Monsieur Maillet. Il va l'interroger et bien le brusquer à tel point que Monsieur Maillet va faire des aveux alors qu'il a rien à se reprocher. Vous savez les enquêtes où c'est très médiatisé, où il y a beaucoup d'enjeux, on veut absolument trouver un coupable quitte à ce que quelqu'un fasse des aveux alors que c'est pas lui le coupable, on s'en fout. Mais il faut qu'il y ait un coupable aux yeux de la presse et de la population. Jusque là tout va bien, le mystère est résolu, sauf que un mois plus tard, l'expertise innocente Monsieur Maillet. Parce que les farines ont été analysées et il n'y a pas d'ergot de seigle dans ces dernières. Et là c'est très frustrant parce que l'affaire s'arrête là. Il y a plein de pistes mais elle mène à rien et les habitants de Pont-Saint-Esprit n'ont pas de réponse à leurs questions, ils sont comme des cons. Étonnamment, on va pas reparler de l'affaire pendant 60 ans. C'est seulement en 2010 que quelqu'un va reparler de l'affaire et c'est pas un français, c'est un américain qui s'appelle Hank Albarelli et qui enquête à ce moment-là sur la mort dans les années 50 d'un biochimiste de la CIA, Frank Olson. Alors là vous allez me dire mais où est le rapport Lucas? On comprend plus là, on sait plus.
attendez, ça arrive. Patience. Frank Olson, qui bosse pour la CIA, est un spécialiste des drogues dures et il mène de nombreuses expériences pour étudier leurs effets dans le but d'en tirer profit. Et comme par hasard, Frank s'est rendu en France quelques mois avant la tragédie de Pont-Saint-Esprit. Peu de temps après son passage en France, Frank entre dans une énorme dépression et répète à sa femme qu'il a commis une terrible erreur et il décède dans les années 1953 sans qu'on sache ce qu'il voulait dire par j'ai commis une terrible erreur. Peut-être empoisonner un village qui n'a rien demandé, Frank. Hank, qui je le rappelle enquête du coup sur la mort de Frank, va faire un rapprochement. Et si la CIA avait pulvérisé du LSD sur le pain de Pont-Saint-Esprit dans le but d'en étudier les effets à grande échelle? Je sais ce que vous pensez. Pour le moment ça vous paraît débile et inconcevable. Mais attendez, j'ai des infos pour vous. On va rentrer un peu dans la chimie mais vous allez voir c'est là où on se dit que cette idée elle paraît pas si comme. Il faut savoir que l'ergot de seigle contient des alcaloïdes, dont un en particulier celui de l'acide lysergique. Ça vous dit rien, c'est normal moi aussi, mais il faut savoir que le LSD c'est un dérivé de l'acide lysergique. Donc les effets de l'ergot de seigle et les effets du LSD sont très similaires. Ça vous paraît donc moins bête que les habitants de Pont-Saint-Esprit n'aient pas été empoisonnés à l'ergot de seigle, mais aient peut-être été drogués au LSD. Pourquoi pas, mais ça manque de preuves. J'arrive, attendez. Après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, c'est la course à l'armement et à l'arme nucléaire plus particulièrement parce qu'on a peur, on vit dans la peur d'une troisième guerre mondiale. Du coup, toutes les nations du monde veulent être prêtes au cas où il y a une autre guerre qui arrive. La CIA, elle, va être intéressée par la manipulation mentale. Et si on mettait fin à un conflit sans qu'il y ait de combat, juste en arrivant à convaincre, en manipulant mentalement l'adversaire. Les US pensent donc que les effets hallucinatoires du LSD sont la clé de la manipulation mentale. Et qui est chargé de tester les effets du LSD et d'en tirer des conclusions? Frank Olson. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est un peu abusé de tester les effets du LSD sur une ville entière. Mais il y a des documents déclassifiés qui montrent qu'en 1950, les États-Unis ont fait des tests du même genre à San Francisco. Il y a un navire américain qui a bombardé la ville pour tester les effets d'une bactérie. Il y a eu 12 personnes hospitalisées, dont une qui est morte à cause de ça. Tout ça, bien sûr, dans le but de se préparer à une éventuelle nouvelle guerre. Les enquêteurs qui sont chargés de l'enquête de Pont-Saint-Esprit font le rapprochement entre les effets de l'ergot de seigle et du LSD. Ils vont donc contacter le créateur du LSD, Albert Hofmann, pour qu'il vienne à Pont-Saint-Esprit confirmer si c'est des effets du LSD ou si c'est des effets de l'ergot de seigle. Et devinez quoi? Selon lui, c'est clairement des symptômes liés au LSD. Ah! L'enquête avance, c'est bien, c'est satisfaisant quand l'enquête avance, vous avez vu? Attendez, elle va très vite arrêter d'avancer. Quelques jours plus tard, Albert Hofmann revient sur ses propos et dit qu'il s'est trompé. Que tout ça n'était pas lié au LSD mais à autre chose. Les US t'auraient pas mis un petit coup de pression, Albert? Est-ce qu'Albert s'est vraiment trompé? Est-ce que c'était vraiment l'ergot de seigle qui était responsable de tout ça et pas du LSD? Bah là pour le moment moi je penche plus vers l'ergot de seigle, hein, clairement. Mais attendez, c'est pas la fin. C'est passionnant, non sans déconner, elle est folle hein, cette histoire. Alors il faut savoir que la CIA pendant des décennies mène un programme où ils font des expériences horribles et inhumaines sur des gens contre leur gré. Sauf que les expériences vont mener à rien et que petit à petit les victimes vont sortir du silence, donc tout le monde va commencer à savoir ce qui se passe. Cette situation va obliger Bill Clinton en 1995 à faire une déclaration dans laquelle il s'excuse auprès de toutes les victimes de ces programmes secrets et à déclassifier des documents de la CIA qui jusqu'à présent étaient secret défense. Devinez qui va mettre son nez dans ces documents? Hank! Et bah oui, ça va peut-être l'aider à comprendre comment Frank Olson est mort. Hank trouve un document sur lequel on trouve et le nom de Frank Olson, et dans ce document, 2 paragraphes parlent des événements tragiques de 1951 de Pont-Saint-Esprit. Et tous les paragraphes suivants sont eux grimés de noir pour qu'on ne puisse pas les lire. Merde! Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas qu'un document parle et de Frank qui étudie les effets du LSD et de la ville de Pont-Saint-Esprit? Bah on sait pas. Peut-être que Frank a tout simplement été au courant de ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit et a étudié tout ça en se disant c'est du LSD qui a causé ça, on va quand même regarder les effets que ça a eu, même si ce n'est pas lui qui a donné le LSD à Pont-Saint-Esprit. Petite cerise sur le gâteau, Hank va trouver un autre document dans lequel un employé du laboratoire Sandoz, le laboratoire pour lequel travaille Albert Hofmann qui a découvert le LSD, échange avec un agent secret américain, et dans ce document le dirigeant du laboratoire aurait avoué que les événements tragiques de Pont-Saint-Esprit ne seraient pas liés à l'ergot de seigle mais bel et bien au LSD. Fake ou pas fake, on ne saura jamais. L'enquête aujourd'hui s'arrête ici, le mystère reste total et c'est horrible parce qu'il y a quand même eu des morts, c'était vraiment une catastrophe, on se rend pas compte mais c'était la folie là-bas à Pont-Saint-Esprit et ça avait rien de positif tout ce qui s'est passé. Déjà la drogue de base c'est de la merde, mais quand en plus t'es drogué à ton insu alors que t'as rien demandé et que t'as des effets mais hallucinants, c'est le cas de le dire. Est-ce l'ergot de seigle? Est-ce les Américains qui testaient les effets du LSD à grande échelle? On ne sait pas. On a le cul entre deux chaises, comme ceci, et puis on ne sait pas vers laquelle aller. Hop là, la CIA. Non, je sais, comme moi, vous avez envie d'aller vers la théorie la plus abusée, la plus scandaleuse. C'est notre cerveau d'humain hein, qui nous fait ça. Mais il faut rester objectif. En tout cas, j'espère que vous aurez bientôt compris à l'histoire, que j'ai apporté des précisions à ceux qui étaient déjà au courant de l'affaire, mais qui n'avaient pas tous les infos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. C'est ni un thread, ni un truc. Là, j'ai tenté, voilà, de raconter une histoire mystérieuse. Excusez-moi.
excusez-moi, un thread vient de me mettre en PLS. Bah tiens, un petit thread d'horreur, ça fait longtemps, ça fait 3 semaines, hein. On en a marre de bien dormir, tes histoires d'horreur nous manquent, Squeezie. Calmez-vous, je vous ai entendu, calmez-vous. Les amis, aujourd'hui, un thread encore en cours, ou peut-être qu'il sera terminé au moment où la vidéo sort, mais à l'heure où je tourne la vidéo, il est encore en cours, et ça me fait plaisir parce qu'à chaque fois, j'arrive après la guerre, mais pas cette fois, mon ami. De plus, ce serait des Français, la patrie, la Coupe du Monde. Je sais pas encore si on l'a gagné, putain, j'espère, bordel. L'histoire est cool, alors j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, il va vous faire mal dormir, ça c'est sûr. C'est sûr. Tout a commencé le 4 juillet à 22h50 lorsque Melissa, alias Smallest Stars sur Twitter, a tweeté la chose suivante. MDR, nos voisins de l'appart juste au-dessus, bougent les meubles chaque nuit. On vient d'appeler la police parce qu'on n'en peut plus et devinez ce qu'ils ont découvert? L'appart est vide et inhabité. Mec, juste le début, il est fou, c'est incroyable comme brief. Melissa nous informe avoir aménagé dans cet appartement il y a environ 5 mois. Elle donne des caractéristiques techniques, elle nous dit que c'est un petit immeuble de 4 étages, qu'elle habite au 3e et que le 4e étage contient un seul unique appartement qui est plus grand du coup que ceux des autres étages. Elle précise qu'elle a toujours pensé qu'il était habité parce que régulièrement elle entend des bruits de meubles qui bougent. Et j'avoue, pour avoir habité en appartement, c'est crédible. C'est vrai qu'il est fréquent d'entendre beaucoup de bruit venant du dessus puisque ton plafond c'est le sol de tes voisins. Quand un truc tombe, bah ça fait un bruit du coup dans ton appart, enfin bref. Melissa nous explique qu'elle est jamais montée se plaindre parce que elle est très timide de nature et c'est vrai, j'avoue mec, même moi quand il y a du bruit je déteste devoir aller toquer ou dire un truc, c'est je me sens mal, j'aime pas faire ça. Melissa décide ensuite de partir en vacances avec ses amis. Bah oui, quelle bonne idée, en Auvergne. Ah, une moins bonne idée, tiens donc. Oh, c'est faux, on se calme les Auvergnats. Les vacances se terminent, Melissa rentre et elle décide d'inviter ses amis à dormir chez elle parce que voilà, un petit peu de nostalgie, c'est la fin des vacances, ils voulaient prolonger un peu le truc. Mais problème, au moment de dormir, des bruits venant du plafond, comme des meubles qui sont déplacés dans l'appartement du dessus. Alors ses amis commencent à se plaindre et Melissa leur explique que ça fait pas mal de temps que c'est comme ça et qu'ils vont devoir faire avec s'ils veulent dormir. Ils vont alors conseiller à Melissa d'appeler la police pour enquêter sur ce truc au cas où il se passe des choses pas nettes au-dessus de chez elle. Genre quelqu'un qui traîne un cadavre sur le sol par exemple. Je dis ça, je dis rien. La police arrive, Melissa les amène devant la porte de l'appartement du 4e. Les policiers parviennent facilement à ouvrir la porte puisqu'elle n'était pas fermée à clé. Et ils tombent sur un appartement complètement vide avec ni meuble ni quelqu'un à l'intérieur. Les policiers vont alors quitter les lieux en expliquant à Melissa qu'il n'y a rien dans l'appart du dessus et en étant un peu vénère parce qu'ils pensent que Melissa et ses amis leur ont fait une mauvaise blague. Elle donne rendez-vous aux gens le soir pour les tenir au courant de s'il y a des bruits et elle dit qu'elle en touchera un mot au propriétaire pour voir s'il sait quelque chose là-dessus. À partir de là, Melissa va pas donner de nouvelles le soir, donc on suppose qu'il n'y a pas eu de bruit, mais elle va donner des nouvelles en début d'après-midi le 7 juillet, le lendemain à 14h. Sa voisine s'est évanouie dans les escaliers de l'immeuble. Elle nous explique qu'elle a juste voulu partir faire un tour et qu'elle a vu le camion de pompiers devant l'immeuble avec un petit amas de voisins autour. Melissa pense que c'est un truc assez grave, puis 20 minutes plus tard elle tweet qu'en fait elle a rien de grave, tout va bien. C'est juste ces histoires de bruit alors que l'appart est vide qui travaille sur son cerveau et elle se met à imaginer des trucs alors qu'il n'y a rien. Un peu plus tard dans l'après-midi, bonne nouvelle, Melissa nous dit qu'elle a appelé le propriétaire de l'appartement du dessus. Magnifique! Ce dernier a apparemment bien réagi, a pris le truc au sérieux et a promis à Melissa d'aller faire un tour pour voir s'il n'y a pas de squatter, mais comme il ferme tout le temps l'appart, ça l'étonnerait beaucoup. Mais c'est pas ce que les policiers ont dit! L'appartement n'était pas fermé quand ils sont rentrés dans ce dernier. Alors est-ce que, comme c'est régulièrement le cas, c'est des squatteurs qui viennent la nuit pour dormir dans l'appartement? On veut savoir. Melissa nous dit ensuite qu'une amie va venir dormir chez elle le soir et que si elle entend de nouveau des bruits, elle montera au 4e étage voir ce qui se passe de ses propres yeux. Melissa, respect, perso, jamais j'y vais. Et devinez quoi? Le soir même à minuit 4, qui c'est qui fait un tweet? C'est Melissa. Il vient de se passer un truc très très flippant là par contre. Oh putain. Melissa et son amie commencent à entendre des bruits venir de l'appartement du dessus. Elle nous dit alors qu'à ce moment-là, il y a eu un énorme bruit et que ça a jamais été aussi fort. Alors, déjà, pauvre chat. Melissa, nous, on veut, comme tu l'as dit, que tu montes à l'étage. Alors, bref, on va essayer de monter tout à l'heure. Si on trouve le courage, on vous tient au courant. Voilà, c'est ça qu'on veut lire, Melissa. Les minutes passent, on n'a aucune nouvelle. Et à minuit 32, Melissa trouve enfin le courage de monter au 4e étage. La porte est fermée, bordel de merde. Comme Melissa, je pense qu'on aurait tous préféré qu'elle soit ouverte et qu'en l'ouvrant, on tombe sur des squatteurs, ce qui aurait expliqué les bruits. Mais non, la porte est putain de fermée. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la clé, a fait un double un jour dans le dos du proprio? On sait pas, putain. Sur Twitter, les gens deviennent fous. Ils veulent absolument savoir ce que c'est que ces putains de bruits. Alors, ils vont émettre plusieurs hypothèses qui, effectivement, sont plausibles. Une fenêtre cassée? Bah oui, avec le vent, effectivement, ça pourrait faire claquer la fenêtre ou un truc du genre. Des animaux coincés, ça arrive très souvent, bien plus qu'on ne le pense. Des oiseaux qui sont coincés dans le toit ou des rats qui sont dans les murs. Bref, il y a des tas d'animaux qui peuvent faire du bruit en fait dans un immeuble en réalité. Ou les canalisations. Effectivement, si Plancton prépare un mauvais coup dans les canalisations, ça s'entendrait. Et le lendemain matin, Melissa va appeler son proprio pour lui expliquer que les bruits continuent d'être là. Pour lui demander de vérifier ces fameuses hypothèses ou de lui donner une clé pour qu'elle vérifie par elle-même. Et bim, le proprio le prend très mal parce qu'il croit que Melissa veut juste gratter une clé de l'appart pour faire des fêtes dedans.
Mélissa passe une après-midi tranquille au parc ou à jouer à Dofus, on n'en sait rien, et le soir elle redonne des nouvelles et là c'est chaud. Elle nous explique qu'elle est allée voir la voisine qui avait fait un malaise dans les escaliers. Il se trouve que c'est sa voisine de palier, elle habite dans l'appartement en face de chez elle. Elle a à peu près 30 ans, les deux elles se connaissent pas beaucoup mais elles discutent quand elles se croisent, voilà, vraiment comme des voisins. Sa voisine après avoir ouvert la porte lui a parlé un peu froidement, elle lui a expliqué qu'elle voulait pas parler de ce qui s'était passé, comme si elle avait honte et Mélissa a pas voulu insister. Jusque là aucun problème, c'est normal. Mais attendez! Mélissa va se mettre à lui parler des bruits qui proviennent de l'appartement du 4ème étage pour voir si elle aussi elle a remarqué. Et là le regard de la voisine change et ses yeux s'écarquillent. Cette voisine qu'on va appeler Anne dit ne rien avoir entendu et ne pas être au courant de ces histoires. Mélissa retourne chez elle et c'est là qu'un truc bizarre se passe. 5 minutes plus tard, ça frappe fort à la porte de Mélissa. En ouvrant, elle tombe sur Anne qui a l'air complètement perdue. Comme si Anne était allée toquer chez Mélissa dans le but de lui dire quelque chose et qu'au moment où Mélissa s'est retrouvée en face d'elle, elle avait oublié ce quelque chose. Mélissa va alors accompagner Anne à son appartement avant de retourner chez elle pour se poser devant une série. Le lendemain, Mélissa commence clairement à psychoter, elle commence à se sentir mal et dans le hall de son immeuble, elle croise un couple de personnes âgées qui remarquent qu'elle se sent pas très bien et qui décident donc de l'inviter chez eux au premier étage. Ils vont alors expliquer à Mélissa qu'ils habitent dans cet immeuble depuis des années et que les gens ne restent jamais très longtemps, mais surtout que personne n'a jamais acheté l'appartement du 4ème étage. Et ils vont dire étrangement que eux aussi se sentent pas très bien, mais que ça les dérange pas. Ok. Mais mec, si tu sens que tu te sens pas bien dans l'endroit où tu vis, t'es censé te casser gros. Du moins si t'en as les moyens. Puis elle rentre chez elle en se sentant bien et elle a pas de nouvelles jusqu'au lendemain. Mélissa va toquer à la porte de Anne parce qu'elle a pas une nouvelle de cette dernière depuis qu'elle est venue toquer chez elle pour rien lui dire. Anne ouvre la porte et là commence une discussion un peu à sens unique. Il y a juste Mélissa qui va parler et Anne va faire uniquement des réponses fermées comme si elle était dérangée par la présence de Mélissa. C'est un peu comme si Anne avait deux personnalités et que l'une de ces deux personnalités voulait vraiment pas voir Mélissa et que quand l'autre personnalité fait un pas vers Mélissa, c'est la deuxième qui prend le dessus, empêchant la première d'envoyer un SOS finalement. Mélissa rentre chez elle, quelques minutes plus tard, quelqu'un toque à sa porte. Elle toque apparemment depuis un moment, donc Mélissa décide de prendre une vidéo et de nous montrer. Elle va ensuite filmer à travers l'œillet de la porte et deviner qui c'est. Anne, qu'elle a vue seulement quelques minutes plus tôt. Mélissa se chie littéralement dessus et décide de ne pas lui ouvrir, ce que j'aurais aussi fait. Clairement. Et elle nous dit seulement 10 minutes plus tard que Anne a enfin bougé du palier. Alléluia. Le lendemain, elle s'en veut, elle décide d'aller toquer chez Anne pour lui demander pourquoi Anne a toqué chez elle la veille au soir. Et en ouvrant la porte, Anne ne comprend pas. Elle lui dit ne jamais être allée toquer chez elle la veille au soir. Très bizarre comme comportement. Mélissa, dont je viens de dire le nom pour la 61e fois dans cette vidéo, je m'excuse, va alors retourner voir les petits vieux du premier étage qui sont les seules personnes qui ont été cool avec elle depuis qu'elle vit ce cauchemar. Sauf que cette fois, ça va pas se passer comme prévu. Les deux personnes âgées vont dire à Mélissa qu'ils la trouvent très intrusive, qu'elle ferait mieux d'arrêter de se mêler de cette histoire. C'est la première fois qu'ils sont froids avec elle. Le lendemain, à savoir aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, Mélissa a tweeté il y a 6 heures. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ça ne rentre pas dans mon appart pour l'instant. Elle est donc convaincue qu'il se passe définitivement un truc pas normal dans son immeuble. Et son dernier tweet au moment où je fais cette vidéo est le suivant: beaucoup de voisins sont partis en vacances, le courrier s'accumule dans certaines boîtes aux lettres. Si je me retrouve seul dans l'immeuble, je vais péter les plombs. On a gagné putain. Les amis, 2 jours ont passé depuis la fin du thread, au moment où j'avais tourné la première partie de la vidéo. Il s'est passé pas mal de trucs autour de cet immeuble de Mélissa et de cet appartement. Laissez-moi vous raconter. Mélissa entend des bruits qui viennent du hall de l'immeuble. Elle décide alors pour se rassurer de lancer un live et d'aller voir ce qui se passe dans le hall en direct. Le live n'a pas duré très longtemps parce qu'un truc imprévu s'est passé. La putain de voisine étrange de Mélissa s'est ramenée à ce moment-là, donc on comprend qu'elle a eu un peu peur. Sauf que le temps passe et la voisine ne bouge pas de cet endroit. Mélissa décide alors de retourner dans son appartement et de pas chercher à comprendre ce qui se passe, de pas aller lui parler parce que là c'est chelou et flippant quand même. Elle va ensuite faire une petite crise de nerfs et décider d'ouvrir sa fenêtre pour prendre l'air. Il est 3h30 du matin et Mélissa voit que l'appartement de ses voisins âgés du premier étage est allumé. Sauf qu'elle ne voit pas 2 ombres, elle voit 3 ou 4 ombres. Ses voisins étant des personnes âgées, autour de 70 ans, elle trouve ça étrange qu'ils fassent la fête à 3h30 du matin avec des amis. Mélissa va ensuite acheter un bouquin dont elle ne donne pas le nom mais dont des passages lui font penser à sa situation. On peut entre autres y lire: une entité ou un esprit, que l'on appelle aussi fantôme, peut se fixer dans les murs d'une maison ou de tout autre lieu et pollue la vie des personnes qui les fréquentent. Cet esprit va déranger ou terroriser les vivants par des bruits divers, portes qui claquent, fenêtres qui s'ouvrent sans raison. Le livre va ensuite donner les symptômes qui permettent d'identifier une attaque paranormale. Une attaque paranormale détourne assurément la victime de la réalité en la plongeant dans une grande confusion mentale, des pensées négatives, des obsessions, voire des passages amnésiques. En conséquence, celle-ci peut se livrer à des actes de violence sur elle-même ou sur autrui. Comme elle a perdu son libre arbitre, elle va agir ou parler contre sa volonté, parfois dans des langues inconnues. Elle n'a plus de contrôle sur elle-même. C'est le démon qui agit et parle à travers elle. Alors est-ce que la voisine de palier de Mélissa ou les petits vieux du premier étage sont victimes d'une attaque paranormale?
On se le demande. Le lendemain, ça toque à la porte de Melissa. En ouvrant la porte, elle tombe sur le couple de personnes âgées du premier étage qui lui demande si tout va bien et surtout si elle veut venir fêter le 14 juillet avec eux. Avec tout ce qu'elle vient de vivre, toutes les pensées négatives qu'elle a eues, l'ambiance bizarre qu'il y a dans l'immeuble, elle se dit que ça peut être une bonne idée effectivement d'aller fêter le 14 juillet avec eux, qu'elle a sûrement psychoté et qu'ils étaient debout à 3h30 du mat pour X ou Y raison. Peut-être juste ils faisaient la fête à 70 ans, on peut encore faire la fête à cet âge-là. Elle se retrouve donc dans un appartement au milieu d'une fête où personne se parle trop. L'ambiance est un peu bizarre, mais bon, c'est des gens de 70 ans, peut-être que ça se passe comme ça. Melissa, ça l'inquiète pas plus que ça, au moins ça la fait sortir et penser un peu à autre chose. Et puis aussi, ça lui permet d'en savoir plus sur ses voisins du premier étage qui, souvenez-vous, lui avaient dit: allez, occupe-toi un peu de tes affaires et arrête de poser des questions sur tout ça. Le temps passe à cette soirée. Melissa se fait un peu chier et d'un coup, tout le monde commence à se prendre par la main. Melissa comprend pas ce qui se passe et elle comprend encore moins en voyant que ces gens commencent à mettre des masques d'animaux. Elle part alors en courant, elle pousse une porte de l'appartement pour se réfugier dans une autre pièce. Elle tombe sur une pièce plongée dans le noir dans laquelle se trouve juste en plein milieu un cercle de bougies. Elle se précipite sur la fenêtre pour l'ouvrir mais cette dernière est bloquée et elle entend les bruits de pas dans le couloir de gens qui commencent à se diriger vers sa pièce. Elle est complètement piégée, elle s'assoit, elle sait plus quoi faire et elle se réveille parce qu'en fait elle venait tout simplement de faire un cauchemar à cause de ses lectures de la veille au soir, le livre là qui parlait d'attaque paranormale. Tout ça c'était il y a 2 heures au moment où je tourne la vidéo, j'en sais pas plus. Elle a juste dit ensuite qu'elle était terrifiée. Et putain, j'ai envie de savoir la suite. Les amis, c'est la fin de ce thread. N'hésitez pas à l'aimer s'il vous a plu. Bien évidemment, tout ça est une histoire inventée de toutes pièces. Les amis, aujourd'hui, on va parler d'un qui est vraiment révolutionnaire. Alors il est très vieux celui-là, mais mec, il m'avait choqué sa mère quand il est sorti. En fait, pour ceux qui se demandent, j'ai eu une période où j'étais fasciné par le paranormal. Ça me fascinait. Je prenais tout, mais sans esprit critique. Tout ce qu'on disait, je croyais, je faisais ouais, un fantôme, ouais. Il a fait voler ton bol à travers la pièce, ouais. J'étais vraiment crédule, comme on dit. Mais aujourd'hui, c'est fini. Regardez la preuve. Le mec refuse d'évoluer sur ça. C'est incroyable. Il s'agit d'un thread, non pas sur Twitter, mais sur Reddit. Pour ceux qui connaissent pas Reddit, c'est un site extrêmement cool. On peut parler de trucs qu'on aime, on peut voter pour ce qui est le mieux. Enfin bref, pire résumé de Reddit, mais yes, vous allez là-dessus et ça marche bien aussi. Alors j'espère que tout le monde n'a pas suivi ce truc là à l'époque, sinon la vidéo sert à rien. Ou au pire, on va le revivre ensemble. Moi là, je viens de le relire et je l'ai revécu, le truc vraiment comme la première fois que je l'ai lu, c'est génial. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un type qui s'appelle Nathan et qui a publié il y a 3 ans un gros thread sur Reddit. Nathan commence son thread en disant qu'il vient de recevoir un autre message, on sait pas de quoi il parle, que ce message là est pire que les autres et que là, il a besoin de catalyser tout ça dans un thread. Mais de quoi parle-t-il? Nathan nous explique que sa copine est morte le 7 août 2012 dans un accident de voiture alors qu'elle revenait du travail. Plus précisément, il y a une voiture qui a grillé un feu rouge à un carrefour et qui est rentrée dans la voiture de sa copine et sa copine est décédée dans les minutes qui ont suivi l'accident. C'est tragique. Nathan nous dit qu'au moment de l'accident, ça faisait presque 5 ans qu'ils étaient ensemble, que lui il pensait à se marier avec elle, mais elle était pas très chaude, c'était pas trop son délire. Mais Nathan nous dit que si le mariage c'était son délire, il l'aurait épousée au bout de 3 mois de relation, il était fou amoureux d'elle. Nathan prend le temps de nous dire que c'était une fille géniale, qu'elle aimait toucher à tout, qu'elle adorait aussi bien le camping que la technologie, qu'elle a toujours senti la cannelle. Il donne plein de détails comme ça, mais en fait il nous dit qu'il a besoin de nous décrire la personne formidable qu'elle était avant de décrire autre chose de beaucoup plus bizarre et étrange. Et ça aura son importance plus tard, donc écoutez bien. 4 septembre 2013, c'est là où le cauchemar commence pour Nathan. Nathan a pris soin de laisser le compte d'Emily ouvert, comme si elle était encore vivante, pour pouvoir se balader dans ses albums, aller écrire un petit message sur son mur, bref, tout ce qui peut lui rappeler sa bien-aimée et lui faire du bien. Voilà, chacun sa manière de faire son deuil et d'essayer d'aller mieux, on le jugera pas. Je sais pas si j'ai dit, mais sa copine elle s'appelait Emily. Voilà, si jamais, je suis une merde. Nathan nous dit qu'il avait donné le mot de passe du compte Facebook de Emily à la maman d'Emily qui s'appelle Suzanne. Il précise qu'elle va zéro sur l'ordi, elle a dû passer 3 minutes sur Facebook sans rien comprendre à ce qui se passait. Mais bon voilà, si jamais elle avait besoin de faire comme Nathan et d'aller voir ses photos, ses messages, tout ça, elle pouvait le faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 4 putain de septembre 2013, Lucas? Eh ben Emily, elle a envoyé un message à Nathan. Eh oui, c'est pas terrifiant mec. On voit un morceau de conversation au-dessus. Ça c'est des messages qu'il lui a envoyés juste quand il avait le besoin de lui parler, comme si elle était encore là. Et là Emily répond bonjour. Oh putain. Ce à quoi Nathan répond: Suzanne, vous êtes sur le compte d'Emily. Il a filé les comptes à Suzanne, la maman d'Emily. Il se dit que c'est sûrement elle et qu'elle a oublié de se déco et de se reco sur son compte. Elle connaît pas trop la technologie. Et il a raison, il rationalise, il a raison. Mais ce qui se passe, c'est que c'est peut-être vraiment Emily. Ok, on continue. Ah là, je sais que là, vous commencez à vous dire: oh, ça commence à être intéressant cette histoire. Nathan se précipite alors sur son téléphone pour appeler Suzanne et lui demander si c'est elle qui s'est connectée au compte de sa fille. Et Suzanne lui dit qu'elle ne s'y est pas connectée depuis la semaine où sa fille est décédée. C'est chaud, mec. Nathan se dit alors qu'Emily connaissait beaucoup de monde et que c'est sûrement l'un de ses pseudo-amis qui connaît un peu le game de la technologie, qui a récupéré son mot de passe, qui veut juste le baiser de la pire façon et lui faire du mal pour rien. Le 16 novembre, donc 2 mois après le premier message, Emily lui envoie un nouveau message. Allons se balader sur le sentier ce dimanche. Nathan a pris soin de flouter le sentier en question pour pas que les gens y aillent ou qu'ils retrouvent vers où ils habitent. Bref, il a raison, il se protège. Et en voyant ça, Nathan il remarque un truc, c'est que c'est des messages que Emily a vraiment envoyés de son vivant des mois auparavant. Il se rend compte qu'en gros, l'usurpateur d'identité qui est sur ce putain de compte, il s'amuse à remonter la conversation et à remettre des messages qu'elle a vraiment envoyés de son vivant à Nathan. C'est horrible.
Nathan répond alors: bon bordel, t'es qui? Ce à quoi Emily répond: les roues du bus. Ce message est chelou, mais Nathan nous précise qu'en fait ça vient d'une discussion qu'il y a eu entre lui et Emily beaucoup plus tôt, quand ils étaient en train de planifier un road trip qui n'a jamais eu lieu parce qu'elle est décédée avant malheureusement, et en gros ils s'envoyaient des musiques à télécharger pour les mettre dans la voiture pendant le road trip. Nathan demande alors à la fausse Emily de dire qui c'est qui fait ça, et la personne en face ne répond pas pendant plusieurs mois. Vous imaginez, il y a quelqu'un, tous les 2 mois, il t'envoie 1 ou 2 messages avec le compte d'une personne qui est décédée et que t'apprécies énormément, et tu sais pas qui c'est. 3 mois plus tard, en février 2014, Nathan il va sur Facebook, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Emily s'est taguée sur des photos de lui. Et en arrivant sur la photo, il s'aperçoit que le tag est là où elle se trouvait quand elle était encore vivante et qu'ils étaient ensemble à l'appartement même. Donc c'est hyper glauque, et là Nathan il se dit putain, qu'est-ce que c'est que cette merde là, ça devient vraiment glauque. Là on est plus sur une simple blague de quelqu'un qui se connecte sur le compte de la personne pour t'envoyer des messages, qui est déjà très chaud à faire quand même, faut vraiment être taré. À partir de là, Nathan il a une réaction très humaine, il nous dit qu'il dort presque plus la nuit, il est hyper en colère parce qu'il sait toujours pas qui fait ça et dans quel but, et ça le rend ouf parce que c'est abusé de faire ça. Ce truc là, ça a déclenché un autre problème, c'est que les amis d'Emily ont vu qu'elle se taguait sur des photos de Nathan. Une partie d'entre eux ont simplement pensé qu'il s'agissait d'un bug informatique, comme il y en a tout le temps sur tous les sites du monde, ça peut arriver. Mais le problème c'est qu'une autre partie des amis ont pensé que c'était Nathan qui était en train de péter un câble, de tomber dans la folie, et qui se connectait sur le compte de sa copine pour la taguer sur des photos de lui. Il a donc perdu des potes qui trouvaient ça horrible qu'il fasse ça, alors qu'il a jamais fait ça. Mais c'est horrible, vous vous rendez compte, déjà tu vis le truc, tu prends cher dans la gueule, et en plus tu perds des potes qui te prennent pour un putain de psychopathe, c'est l'enfer. 1 mois plus tard, Emily continue à être taguée sur des photos de Nathan, et Nathan décide d'envoyer un message à ce qui suppose être le hacker d'Emily. Dans son désespoir, il lui dit: mec, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu continues de la taguer? Voilà, pour faire réagir, lui montrer que c'est juste triste de faire ça et ça lui fait beaucoup de mal et c'est débile. 10 jours plus tard, Nathan reçoit de nouveaux messages. Elle lui envoie plusieurs bonjours parce qu'il répond pas au tac au tac. Nathan lui dit que c'est vraiment dévastateur, qu'il comprend pas pourquoi cette personne prend du plaisir à faire ça. Et là, Emily lui répond un truc un peu bizarre. Elle lui dit: OMG, des bougies parfumées à la cannelle. Et on se souvient ce que Nathan a dit au début, qu'elle sentait beaucoup la cannelle. Nathan, sous la colère, lui dit d'aller en enfer. Et Emily répond: pourquoi tu fais ça? Parallèlement à ça, Nathan il allait sur des forums techniques pour trouver comment traquer quelqu'un qui se connecte à un compte Facebook, le retrouver avec l'adresse IP. Il a même essayé de contacter Facebook, bref, il cherchait un moyen de trouver qui était derrière ce putain de compte. Facebook lui a fait ses retours, et en fait les connexions ont lieu sur son PC ou celui de Suzanne ou celui de son bureau, bref, que des PC à lui en fait, où il y a que lui qui a accès, donc il comprend pas. Il reçoit une nouvelle vague de messages d'Emily, il répond: je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi tu continues à faire ça, s'il te plaît arrête. Et c'est là où Emily va lui répondre un truc qui va définitivement faire flipper Nathan, où pour une fois il va commencer à se dire: putain, c'est bizarre, là on dirait vraiment que c'est Emily qui a le compte et pas un usurpateur. Emily va réutiliser les mots qu'il vient de dire: s'il te plaît arrête, je ne sais pas ce qui se passe, Nathan, je ne sais pas ce qui se passe. Comme si c'était pile les phrases qui manquaient à Emily pour pouvoir dire à Nathan qu'elle comprend pas ce qui se passe, qu'elle ressent là, c'est trop bizarre. Une semaine plus tard, Emily lui envoie les messages les plus flippants qu'elle ait pu lui envoyer dans cette conversation, et ça me fout le cafard mon gars. À partir de là ça part en couille. Elle lui envoie aïe avec une étoile, donc probablement un message de Nathan ou d'Emily qui s'est corrigé, puis -12, -15, puis elle utilise une phrase que l'un des deux s'était envoyé auparavant comme d'habitude: mon pull est dans le sèche-linge et il fait très froid dehors, vraiment froid dehors, froid, Nathan, s'il te plaît arrête. Et là pour la première fois elle compose un mot avec des morceaux de mots et de phrases qu'il y a eu dans la conve, et elle écrit freezing, ce qui veut dire glacial, et puis elle rebalance la fameuse phrase que Nathan lui avait dit: je ne comprends pas ce qui se passe. Nathan nous dit qu'à partir de là il commence à faire des cauchemars parce que c'est un peu trop pour son petit cœur, et il fait le même cauchemar en boucle. Il rêve qu'elle est dans une voiture bleue et grise gelée, que lui se trouve à l'extérieur de la voiture, qui frappe contre la vitre en lui disant: sors, rejoins-moi, et qu'elle le regarde même pas, elle l'entend pas, elle est keblo dans la voiture dans le froid, et c'est horrible, voilà tout simplement. 2 semaines plus tard, Nathan se met une grosse caisse dans la gueule, il se bourre littéralement la gueule. Nathan lui envoie des messages, il lui dit: je suis vraiment bourré, tu me manques, peu importe qui se connecte sur ce compte, j'en ai rien à foutre, je continue à rentrer du travail et à espérer te voir sur l'ordinateur, est-ce que je devrais pas être habitué à ça maintenant? La réponse d'Emily à ça, c'est ce qui va pousser Nathan à transformer sa page en memoriam, c'est-à-dire son compte n'existe plus, c'est juste que des souvenirs, il est plus possible d'envoyer des messages avec ce compte là, il y a plus, toutes les photos disparaissent il me semble, bref c'est ce qu'on fait quand une personne est décédée pour lui rendre hommage, et tout le monde peut écrire un petit mot sur le mur. J'espère que vous avez jamais connu ça autour de vous, mais c'est possible de faire ça sur Facebook, et au final c'est une bonne chose je trouve. Emily lui a tout simplement répondu: just let me walk, qui veut dire laisse-moi juste marcher. Pourquoi ça trouble profondément Nathan? C'est une phrase qu'elle lui avait déjà envoyée quand elle était encore vivante, parce qu'il avait insisté pour la ramener chez un ami, sauf qu'elle voulait marcher, donc elle lui avait dit laisse-moi juste marcher. Bref, pourquoi dans ce contexte là c'est glauque? C'est parce qu'en fait lors de l'accident de voiture, les jambes d'Emily ont été sectionnées en diagonale. Je vous épargne les détails, mais c'est horrible, et c'est ce qui peut vraiment arriver en plus dans un accident de voiture, donc conduisez avec prudence. Qu'elle lui réponde laisse-moi juste marcher, c'est pas anodin pour lui, et là il vrille, ça part en mémorium, et malheureusement ça va être encore
pire pour lui après. Pour qu'on comprenne ce qui se passe après, Nathan nous envoie un screen de la conversation le jour où Emily n'est pas rentrée à la maison parce qu'elle a eu son accident. Habituellement, elle rentrait tous les jours du travail aux alentours de 16h et là à 17h30 elle était toujours pas rentrée, donc Nathan s'est dit qu'il allait lui envoyer des messages pour prendre des news. Il lui a demandé si elle était sur le chemin du retour, puis il lui a demandé de l'appeler quand elle verrait ce message. Il dit qu'il a appelé son taf et qu'ils lui ont dit qu'elle était partie à 16h, qu'il commence à paniquer, il la supplie de l'appeler. 2 heures après, il a toujours pas de news, il lui dit réponds s'il te plaît à ton téléphone, mais au fond il comprend un peu ce qui s'est passé. 2 mois après le message disant qu'elle voulait marcher, elle lui renvoie des trucs et là elle utilise ce qu'il a dit dans la conversation le jour où elle est décédée, où elle rentrait pas du travail. Elle lui dit hey, tu es sur le chemin du retour? Emily, quand tu vois ce message, s'il te plaît appelle-moi tout de suite, s'il te plaît arrête, je commence à paniquer, s'il te plaît arrête, froid, je sais pas ce qui se passe, froid, gelé. Bordel de merde. Les dernières news qu'il a, c'est ce que je viens de vous dire et c'est la veille du jour où il poste sur Reddit l'histoire. Alors les gens vont lui donner des tas de conseils, vont lui dire mec vraiment ça va faire 1 an que t'es dans cette merde, arrête, coupe tout, quitte Facebook, stop. Sauf que Nathan il a envie de comprendre qui est en face de lui, qui lui fait cette blague depuis 1 an, qui le hante en fait littéralement. 2 mois après le dernier message disant qu'elle voulait juste marcher, Nathan a transformé sa page Facebook en mémoriam et là il reçoit une notification Facebook. Alors Nathan il ouvre ce putain de message et il tombe sur une photo de lui sur son ordinateur prise de l'extérieur de sa maison. Là il faut appeler la police, hein, vraiment aucun doute. Et à partir de là, on n'a plus aucune nouvelle. Il a arrêté de raconter ce qui s'est passé. On sait pas ce que c'était. Ça se trouve, il a tout simplement arrêté d'ouvrir sa putain de page Facebook et de se faire du mal. Peut-être qu'il a fermé le compte Facebook d'Emily et le sien aussi et qu'il passe définitivement à autre chose. On sait pas comment ça se termine et c'est frustrant, bordel de merde. Mais d'un autre côté, on espère juste qu'il va mieux. Qui écrivait ces putains de messages avec le compte d'Emily? Est-ce que c'est Emily elle-même ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est un petit malin qui est peut-être, je sais pas moi, le frère d'Emily qui du coup était sur le PC de la maman ou quelqu'un à son bureau, un collègue qui aime pas du tout Nathan et qui va sur son PC et qui est un peu fort en informatique, genre on n'en sait rien. N'hésitez pas à bien dormir cette nuit et aussi à aimer la vidéo si cette lecture de thread vous plaît. Si vous aimez un peu que les threads soient variés comme ça, que ce soit pas tout le temps la même mécanique, que ce soit des trucs différents comme là, j'essaie au maximum de varier, que ça continue de capter votre attention et que vous soyez pris par les histoires. Moi, celle-ci, je la trouve géniale, la mécanique est géniale aussi, je suis trop fan. Et j'ai l'impression que ça peut tellement t'arriver cette merde, ça me fait flipper. Pourtant moi j'ai énormément rationalisé les choses, mais quand je lis une histoire comme ça, j'avoue je suis quand même transporté, je me dis putain c'est ouf. Donc voilà, je continuerai à faire des petits threads d'horreur comme ça de temps en temps, je kiffe trop. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et surtout bonne nuit. Amis, je suis récemment tombé sur un nouveau thread horrifique et cette fois ce qui est flippant c'est que ça pourrait tellement nous arriver à tous, c'est horrible. Est-ce que vous êtes prêts à ne pas dormir? Moi oui, alors on y va. Aujourd'hui on va parler de ce qui est arrivé à Ryan alias Lust for Love sur Twitter. En août dernier, décidément c'est là où toutes les histoires d'horreur commencent apparemment. Le mois d'août, ne sortez pas de chez vous. Ryan s'est vu demander par son voisin de garder son chien pour la modique somme de 40$ par jour, ce qui est carrément cool. Vraiment. Il décide de partager la nouvelle à sa communauté en disant putain, ma voisine m'a demandé de garder son chien la semaine prochaine, elle m'a dit qu'elle me donnerait 40$ par jour et je dois le garder 5 jours. 3 jours plus tard, Ryan nous dit qu'il a rendu visite à sa voisine et que il a des trucs à nous dire. Premièrement, quand il est arrivé dans la maison de sa voisine, il faisait complètement noir alors qu'il était 19h et en plein mois d'août, il fait pas nuit du tout à 19h. Et quand il dit qu'il faisait complètement noir, c'est qu'il faisait complètement noir, on voyait que dalle dans la baraque. Apparemment, cette dame elle a 40 ans et elle vit seule dans une maison immense. Ryan nous indique qu'il a pas de problème avec ça, qu'il juge pas, mais c'est toujours effrayant de voir quelqu'un qui vit seul dans un endroit 10 fois trop grand pour lui. Non pas qu'on est jaloux ou quoi, mais on se dit putain, il vit seul là-dedans, ça lui fout pas le cafard. Ou alors ça se trouve il était pas seul et sa famille est morte. Il nous dit ensuite qu'il était un peu en flip parce qu'elle parlait d'une manière bizarre et dès qu'elle parlait, elle avait besoin de toucher des parties de son corps à Ryan. Très bizarre, très tactile la dame. Ryan nous cache pas qu'il passe un très mauvais moment quand il la rencontre, mais il se dit bah les couilles, c'est que pour 5 jours et je vais me faire de l'argent. Allez, on y va. La dame finit donc enfin par l'amener dans une pièce sombre dans laquelle se trouve le chien dans une petite cage. La dame lui dit alors de le garder dans la cage quand il s'en occupe et de le laisser sortir uniquement quand il a besoin de faire pipi. Et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un chien, il est pas fait pour être en cage dans une pièce sombre et humide. Tu le laisses gambader dans ton jardin, tu sais pas, un chien c'est un être vivant comme nous, il a besoin de kiffer sa vie un peu. Ouais, je passe un message, ouais, ok. Alors il continue de parler et la dame lui dit qu'elle a déjà dû faire appel à des gens pour s'occuper de son chien mais que certains d'entre eux l'ont empoisonné et elle a donc dû s'occuper de leur cas. Des gens qui ont empoisonné son chien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À ce moment-là, Ryan se dit qu'il va laisser le boulot à quelqu'un d'autre, que c'est beaucoup trop glauque, beaucoup trop bizarre l'ambiance dans cette maison, comment elle est cette dame. Et puis au final, il pense à l'argent, il se dit franchement il y en a que pour 5 jours, je vais m'occuper d'un chien qu'elle traite probablement comme une merde. Une fois le boulot terminé, je la reverrai plus jamais de ma vie, bah les couilles, allez j'y vais. Ryan rentre chez lui, on est le 15 août et il commence à garder le chien le 16 août. Donc le lendemain. Et il nous fait une petite blague, il nous dit de pas nous inquiéter, qu'il réussira à trouver où elle cache les cadavres des gens qu'elle a tués. Bonne blague Ryan, bonne blague. Attends donc de passer la nuit seul dans cette maison. Nous sommes le 16 août, Ryan va chez sa voisine. Il nous met ensuite une petite vidéo de lui qui marche dans la maison et effectivement cette putain de maison elle fout le cafard mec. Quelle
Quel cauchemar, putain. On croirait la maison dans Resident Evil 7, tu sais, où il se trouve au milieu d'une famille glauque, quoi. Je suis sûr que c'est cette maison-là en fait qu'il y a dans le jeu. On va pas se mytho, c'est aussi la manière dont c'est filmé. Il est avec son téléphone en mode flash, ça rend tout glauque. Bref, il fait un petit tour dans les chambres, voir s'il y a personne. Il prend des petites photos pour nous montrer. Mais il met une vidéo d'un truc qui retient quand même son attention puisque c'est extrêmement glauque. Mec, pourquoi il y a une poupée assise sur une chaise qui regarde le lit? C'est probablement la même chaise d'ailleurs que celle où David s'assoit la nuit quand... Tout est glauque, regarde le matelas gros. Y a pas de drap dessus, c'est deux matelas empilés. Même l'horloge et le tableau ils sont posés par terre sur la moquette, ils sont plus accrochés au mur mec, c'est trop bizarre. À ce moment là tout le monde dit à Ryan de se barrer. Y a même une meuf qui dit: tu peux vivre même sans les 200$, mais tu ne peux pas vivre si tu n'es plus en vie. Cours. Elle a raison. Ryan continue de faire un petit tour de la maison, c'est normal, il va y dormir pendant 4 jours, il a plutôt intérêt à être au courant de ce qu'il y a dedans. Il nous dit que toutes les pièces de la maison sont ouvertes sauf une seule dont il n'a pas la clé. Selon lui, cette pièce mène au sous-sol. Sous-sol dans lequel se trouvent peut-être les gens que cette dame a tués, je sais pas. Ryan remarque aussi quelque chose d'autre, c'est que depuis qu'il est arrivé dans la maison, il y a un vieux poste radio qui fait du bruit, qui grésille. Comme si vous savez, elle l'avait mis entre deux stations, donc il y a pas de musique, ça fait juste du bruit. C'est juste flippant gratuitement. Ryan prend une autre photo d'une des bibliothèques de la maison dans laquelle se trouvent beaucoup de livres de républicains extrémistes blancs. Ryan se dit que c'est bien le genre de personne qui serait capable de commettre des meurtres. Ryan nous envoie ensuite une vidéo dans laquelle il pense avoir entendu un bruit venant de derrière une porte. À vous d'en juger. Clairement là il faut partir en courant. Il faut arrêter de faire comme dans les films d'horreur là, quand le perso principal il entend du bruit, on sait clairement que c'est un esprit qui veut lui couper la tête, mais il y va quand même, on sait jamais. Mais part en courant. Putain ça m'énerve ça. Quelqu'un lui répond en disant: n'ouvre pas la porte tant que tu n'es pas absolument certain que c'est une personne réelle derrière et pas un esprit. Et un autre mec lui dit: mais ils traversent les murs les esprits putain. Je trouve ça drôle, désolé ça me fait du bien, ça me fait décompresser là de cette histoire de merde encore d'horreur là. Ryan nous dit ensuite que l'un de ses followers a remarqué un truc bizarre avec la poupée sur la vidéo qu'il a mise, alors il décide de retourner pour checker de ses propres yeux. Ryan poste alors une vidéo en disant qu'il était en chemin pour la pièce où il y a la putain de poupée de ses morts et il a entendu un bruit venir du plafond, plus précisément venir de la ventilation. Mais arrête, fuis gros. Et le chien dans l'histoire gros, t'es là pour t'occuper du chien mec, t'es même pas avec lui. Non mais c'est vrai ou pas? Ryan nous dit qu'il a une nouvelle fois entendu un bruit venir de la porte d'entrée de la maison et il décide de prendre une vidéo à travers l'œil de la porte pour nous prouver qu'il y a bien personne devant la putain de maison. Putain, je deviens parano avec ces vidéos là. Le chien a envie d'aller dehors pour faire ses besoins, mais Ryan nous dit qu'il a trop peur d'ouvrir n'importe quelle porte de la maison, y compris la porte d'entrée, donc ça va attendre. On peut clairement le comprendre, on ferait la même dans sa situation, mec. Franchement, le chien, je le mets dans l'évier ou au-dessus des toilettes, tu vas te démerder, tu vas apprendre à faire pipi comme un humain pendant 5 jours. Voilà, après je me casse, c'est bon. Non, vraiment, c'est chaud. Ryan fait alors une autre découverte. Il se trouve que sous l'un des lits dans une pièce, il y a des putains de clous. Oh, elle montait un meuble Ikea, elle a fait tomber quelques outils, elle a pas fait gaffe, c'est... J'espère. Ryan, pourquoi tu ne pars pas en courant? Mais explique-nous. Ah, tu n'as pas de jambes. Ah bah il fallait le dire. 18 minutes après, qui paraissent une éternité pour les gens qui suivaient le thread en direct, Ryan donne des nouvelles. Il dit qu'il est toujours vivant et que quelque chose est arrivé. Il dit qu'il a entendu quelque chose tomber par terre dans la pièce où se trouve la poupée. Il nous rappelle qu'il n'a touché à rien dans cette pièce, qu'il n'a bougé aucun objet. Il décide alors, plutôt que de rentrer chez sa mère en chialant en appelant la police, de retourner dans la pièce où il y a la poupée pour voir ce qui s'est passé. Vidéo. Vous l'avez vu ou pas? Regardez bien par rapport à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, un truc a changé. La tête de la poupée a bougé. Cette salope de poupée a bougé. C'est horrible. Un des followers de Ryan a une bonne idée en lui demandant de regarder dans les étagères où il y a des bouquins s'il y a un bouquin sur le paranormal. Peut-être que ça pourrait indiquer que la propriétaire de la maison, elle fait des trucs un peu bizarres, des rites ou on sait pas trop quoi. Et ça pourrait expliquer ces phénomènes, paranormaux ou pas, que pour l'instant Ryan n'arrive pas à expliquer lui-même. Et devinez quoi? Il en trouve un. Et il nous envoie une petite photo de ce bouquin. Ryan se rend compte qu'il est seulement minuit alors qu'il a l'impression que ça fait 6 heures qu'il est dans cette putain de maison. Il dit alors qu'il veut pas être comme la fille qui meurt dans tous les films d'horreur, mais il demande aux gens s'il doit rester ou pas pendant l'heure la plus flippante qui est de minuit à 1h du mat. Il se met alors à revoir des tas de messages de gens qui lui disent: mec, prends tes clics et tes claques, le chien, et fuis. Et certains de ces messages le font vraiment flipper, notamment un mec qui lui indique s'y connaître pas mal en tout ce qui est sorcellerie et paranormal, et que mettre des clous sous son espace de vie intime peut vouloir dire plusieurs choses. Soit que la personne essaye de repousser quelque chose de sérieux et d'agressif, ou alors qu'il y a des zones maudites dans la maison. Ryan décide alors de se barrer de la maison. On ne sait pas s'il a pris chien ou pas, on ne sait pas si tout ça est vrai, mais putain ce que c'est flippant. Les amis, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous voulez dormir.
Je suis un escroc. Je trouve ce thread génial parce que ça peut tellement nous arriver de les jobs d'été où tu dois garder un enfant, tu dois garder un chien, bref, tu dois aller dans un autre endroit, une autre maison et tu découvres les lieux et tu découvres avec les lieux des trucs qui sont un peu bizarres, qui font que t'es pas très serein quand même. Et puis tout part en vrille et en plus à cela s'ajoute la paranoïa et c'est terrible quoi. Dans ces situations, tu deviens parano de fou, mec. T'as plus aucune objectivité pour toi, tout te veut du mal et tout est vilain. J'espère que ça vous aura plu. C'est un peu différent des deux threads qu'on avait déjà fait, mais j'aime bien varier un petit peu les plaisirs, si je puis dire. Dans celui-là, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas la fin. Le mec est pas allé jusqu'au bout, il est pas resté et c'est cool. Il a pas été le personnage héroïque dans un film d'horreur qui est con et qui meurt. Ça fait plaisir, on peut être que content pour Ryan. Selon vous, qu'est-ce qu'il y avait dans cette putain de maison, mec? Moi, je trouve juste que l'histoire de la poupée, c'est trop flippant. Ryan, il a jamais dit si tout ça était fake ou pas, mais en tout cas, ça a l'air tellement vrai, ça a l'air encore plus vrai que les deux autres threads, je trouve, c'est horrible. Du coup, c'est un peu moins flippant, mais comme ça a l'air grave vrai, bah c'est plus flippant en fait au final. Voilà, je suis en PLS, comme à chaque fin de vidéo comme ça. Au moins, il est 18h, il fait bien jour, c'est bon, je suis bien. On est loin de l'orage et de la nuit de la dernière fois. Et bah, je vous fais des bisous et qu'est-ce que je vous souhaite? La bonne nuit. Allez, ciao!